toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous passez surtout un bon début de semaine. Au programme de cette émission, on commence avec une émission dans les salles obscures, avec un focus ciné et l'œil affûté de Sofiane, qui décrypte le 7e art depuis plusieurs années sur sa chaîne YouTube, sur laquelle il réinvente l'exercice de la critique à sa sauce. Son portrait sera à découvrir dans un instant. Et puis pour le talk, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Pedron-Moinard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle enseignement supérieur chez Latitude. Latitude, qui est une association d'éducation au numérique et aux nouvelles technologies, dont on découvrira les actions dans un instant. Ça sera juste après le focus. Doublage parodique, analyse décalée et surtout amour du 7e art. Voilà la recette du succès de Sofiane, un amoureux du ciné pas comme les autres, qui détourne les grands classiques du genre et fait ainsi rire des millions d'internautes. Mais pas que, puisque vous allez le voir, il propose aussi des analyses extrêmement pointues. Il est notre influenceur du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Coller. Alright, c'est parti. Allez, on fait un tour du côté du 7e art avec Sofiane, de son vrai nom Sofiane Boudouni, le cinéphile ultra connecté du YouTube francophone. Depuis la création de sa chaîne en 2012, Sofiane partage sa passion. Acteur, réalisateur et vidéaste, ce Nîmois de 30 ans sait de quoi il parle. Depuis tout jeune, il s'exprime aussi bien devant que derrière la caméra. Mais c'est à la suite d'un concept novateur qu'il se fait vraiment connaître. Revisiter les grands classiques du cinéma avec des doublages complètement décalés. Résultat, des millions de vues, des fous rires et une communauté fidèle. Aujourd'hui, on va doubler avec Seb. Attends, faut que je explique le concept. Ah, pour tous ceux qui n'ont jamais vu ça? Mais oui. Ah, ouais, vas-y. Le concept, il est très simple. On va prendre le film, on va couper le son et on va doubler par-dessus, mais en impro. Rien n'est préparé, rien n'est écrit. Donc on va dire un peu des bêtises. Pardonnez-nous pour ça. Après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais Harry Potter 4 de la même manière. Et Tant pis pour vous. tant pis pour vous. Désolé. Fallait pas, faut partir. Avec plus de 2 300 000 abonnés à ce jour, des collaborations avec les grands noms du web et une énergie débordante, Sofiane est définitivement le prof de cinéma que l'on rêverait tous d'avoir. Mais attention, son contenu se veut également bien plus instructif. Une grande majorité de ses vidéos est également dédiée à la technique. Il décortique les effets spéciaux, explique les bruitages, démonte les clichés hollywoodiens, le tout avec clarté et beaucoup d'autodérision. Et pour garder le lien avec sa communauté, des tournois interactifs de films et personnages cultes. À vous de voter, à lui de les commenter. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier duel. On est au premier tour et au premier tour, on retrouve deux acteurs incroyables. Ça commence très fort. Brad Pitt qui tombe face à Al Pacino. Mais non. Brad Pitt, Al Pacino. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment débat? Bah si, il y a débat quand même, il y a débat de ouf. Brad Pitt, gros. Ouais, Brad Pitt, mais bon, Al Pacino, la légende. Al Pacino, Serpico, Le Parrain. Moi, je dirais Al Pacino. Les amis, vous avez voté et en effet, vous avez préféré Brad Pitt. Mais non. Putain, Brad Pitt, waouh. Vous l'aurez compris, avec Sofiane, le cinéma devient une affaire sérieuse. Alors si vous aimez les films, les fous rires et les formats malins, vous avez trouvé la personne à suivre pour découvrir le vaste monde du cinéma comme vous ne l'avez jamais vu. Comment rendre le numérique plus accessible, plus citoyen, plus divers, plus engagé, plus respectueux de l'humain et plus sobre? Je sais, ça fait beaucoup de questions. Espérons que nous vous apporterons quelques réponses aujourd'hui dans cette émission. On commence tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche. Et pour m'aider à trouver quelques-unes de ces réponses aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Pedron-Moinard, directrice du pôle enseignement supérieur chez Latitude. Alors Anne, on va peut-être commencer par ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire présenter Latitude en quelques mots. Quelles sont vos missions ? Eh ben, on est une association qui a presque 10 ans d'existence, qui s'est donnée pour mission d'aider les citoyens et les citoyennes à choisir le numérique qu'ils veulent et donc à ne plus le subir et à comprendre en fait tous les impacts systémiques et donc toutes les dépendances qu'on peut avoir au numérique pour choisir un numérique d'intérêt général qui fasse du bien à la fois à l'humain et à la société. Qui soit plus sobre, plus respectueux, plus tout ce que je viens de dire en introduction de cette émission. Alors, selon vos chiffres, plus de 70% des citoyens et des citoyennes n'ont jamais eu de formation sur le numérique et toutes les problématiques autour du numérique. Ça, j'imagine que c'est un chiffre qui concerne uniquement les adultes puisque des choses se mettent en place progressivement
pour les plus jeunes? Oui, alors c'est un chiffre effectivement qui est en population générale, donc qui concerne forcément plutôt les adultes qui ne sont pas nés au moment de l'apparition du smartphone. Chez les enfants et les adolescents et même les étudiants aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, il y a toute une stratégie du numérique pour l'éducation portée par le ministère, relayée par des associations comme la nôtre, autour de qu'est-ce que ça veut dire éduquer au numérique, par le numérique, avec le numérique. D'ailleurs, on a hésité un peu entre ces différentes dimensions, c'est-à-dire est-ce qu'on éduque à se servir d'un outil numérique, est-ce qu'on éduque à comprendre ses usages, est-ce qu'on éduque de façon critique à voir ce qu'il y a derrière les écrans. Nous, on a plutôt choisi cette troisième perspective de se dire, bien sûr, les élèves, ils ont des outils dans les mains, les étudiants aussi, mais l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les écrans pour comprendre aussi, pour ensuite être en capacité de s'engager et d'agir et de faire des choix informés, conscients, dotés d'une forme de pensée critique. Est-ce que le travail qui est fait aujourd'hui, justement, auprès de ce public des enfants et des adolescents, il est satisfaisant selon vous? Il est suffisant? Il est très dense, il est appuyé sur une stratégie du numérique éducatif qui peut être satisfaisante à certains égards, par exemple sur l'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, l'axe chaque collégien ou lycéen doit avoir une action de MI dans l'année est quand même assez bien rempli. Mais il y a d'autres endroits où, très clairement, les indicateurs sont assez faibles sur la mixité, par exemple, dans le numérique. Aujourd'hui, on est à 10% de l'objectif fixé par la stratégie parce qu'on a du mal, aujourd'hui, à trouver les bons angles sur la mixité dans le numérique, convaincre les filles d'aller vers les sciences et le numérique. Ce qui reste encore aujourd'hui un peu délicat et on fait à la fois partie du problème et de la solution, c'est un peu l'éparpillement. Donc il y a aujourd'hui des acteurs institutionnels, les directions régionales au numérique éducatif et une myriade d'acteurs associatifs. Nous, on essaye de travailler justement toujours en coalition avec les acteurs institutionnels, avec d'autres associations pour essayer de décupler l'effet levier. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est de former plutôt les enseignants, les enseignantes, parce qu'on sait que eux, un enseignant, il touche... un enseignant de collège, il a 5 classes, il touche 150 élèves par an. Donc en fait, il fera toujours beaucoup plus que ce que nous, associations avec une quinzaine de salariés, pouvons faire à notre échelle. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on explique finalement qu'on ait mis autant de temps à mettre en place justement une formation assez dense autour du numérique? Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps aussi à coordonner tous les acteurs qui peuvent éduquer au numérique, alors que finalement, ça fait quand même déjà plusieurs décennies qu'on est dedans, qu'on baigne dedans et qu'on baigne de plus en plus dedans? La difficulté, c'est la transversalité. C'est comme sur l'éducation aux médias et à l'information, sur l'enseignement moral et civique, sur tous ces enseignements qui ne sont pas des disciplines académiques et qui font que c'est le travail de tout le monde et donc parfois le travail de personne. En tout cas, chaque enseignant dans sa discipline, dans le secondaire, possède un petit bout de la réponse. Je dirais qu'aujourd'hui, quand même, on a une stratégie assez globale, appuyée aussi par PIX au collège, puis au lycée. Donc, le fait de passer un passeport numérique qui va développer un certain nombre de compétences, alors vraiment très techniques, mais aussi de structuration de l'information. Voilà, une forme de littératie numérique, donc écrire, comprendre, créer et savoir lire l'information. Mais ça reste une transversalité qui passe plutôt par l'outil et aussi... Il y a longtemps eu une croyance qui est aujourd'hui complètement déconstruite, mais puisqu'ils sont nés avec, en même temps que le numérique, alors ils savent faire. Et aussi, c'est dans les familles qu'on apprendra finalement un certain nombre d'usages. Et il y a des usages pédagogiques et il y a des usages familiaux. On voit aujourd'hui qu'en fait, il y a un continuum et que c'est intéressant de questionner tous les usages. Mais ça reste une difficulté de l'école de savoir trouver le bon continuum dans ces usages-là. Et pour en finir un petit peu avec ce tour d'horizon assez général, qu'est-ce qui vous inquiète, vous, le plus aujourd'hui chez les jeunes face au numérique et au contraire, qu'est-ce qui vous rend peut-être la plus optimiste? Ce qui m'inquiète ou ce qui nous inquiète le plus chez Latitude, c'est une forme de... c'est l'impact des écrans sur la santé mentale, globalement, des adolescents et des enfants, mais surtout des adolescents, et sur une forme de dépendance cognitive aussi, tous les questionnements autour de l'intelligence artificielle et de la dépendance cognitive à l'outil et au process. Donc on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, justement d'essayer de au moins faire conscientiser ces dépendances-là que les adolescents peuvent développer. Ce qui me réjouit, ou en tout cas c'est que
On sait aujourd'hui que, par exemple, la lutte contre la désinformation est beaucoup plus à mener auprès des personnes âgées qu'auprès des adolescents. Aujourd'hui, la majorité des adolescents savent décoder une fake news, ils savent l'identifier, ne pas la relayer, etc. Une personne de plus de 65 ans, aujourd'hui, est beaucoup plus susceptible d'être réceptive à une fake news qu'un adolescent. Effectivement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est vrai qu'on en parle assez régulièrement ici. Malheureusement, les adolescents ont encore un peu cette image auprès des adultes de on ne fait pas attention, on se précipite sur les infos alors que finalement ils sont beaucoup plus en avance que ce qu'on pourrait imaginer sur le sujet. Bon alors pour vous adresser au jeune public, justement, spécifiquement pour les aider à se former, vous avez mis en place chez l'Institut des ateliers intitulés Future of Tech. Ça, on va plutôt en parler en seconde partie d'émission, donc il faudra rester avec nous. J'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu plus de votre approche globale dans cette association. Ça fait plusieurs années qu'apprendre le numérique, ce n'est plus seulement, on l'a dit, apprendre à se servir d'un outil, mais apprendre plutôt à vivre dans une société numérique. Et chez l'Attitude, vous avez identifié 6 causes sur lesquelles vous travaillez, à commencer donc par l'envie d'avoir une technologie plus citoyenne. Ça passe par quoi, ça et quels sont les objectifs ? Une technologie plus citoyenne, c'est la première des causes de l'attitude qu'on a appelée à un moment la tech for good ou le numérique d'intérêt général. C'est l'idée que, en fait, le numérique peut servir, enfin, nos outils numériques, nos usages, peuvent servir l'engagement au service de l'intérêt général, au service de la citoyenneté, au service de la cité. Donc, plus citoyenne, ça veut dire être en capacité de délibérer collectivement. Donc, tous nos ateliers futurs, mais nos ateliers pour les étudiants aussi, sont basés sur un processus délibératif. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais ça c'est bien, ça c'est mal, mais qu'on propose à des groupes, d'ailleurs c'est toujours des ateliers collectifs, où on va délibérer, on va leur proposer des dilemmes, on va leur poser des questions, on va laisser les espaces très ouverts en disant, en fait, c'est un sujet politique, et donc c'est un sujet sur lequel on doit pouvoir débattre, délibérer, ne pas être d'accord ou ne pas avoir de réponse. Mais une technologie plus citoyenne, c'est une technologie, enfin c'est des usages plus transparents et donc des espaces de dialogue ouverts. Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc toute notre mécanique de jeu, finalement, parce que c'est des jeux, elle est basée sur la délibération, elle est basée sur le fait de construire ses propres réponses sans imposer un modèle au départ, en comprenant, en fait, en passant de la compréhension à l'action. De tout, c'est de passer par l'esprit critique. Exactement. Vous avez aussi vocation à développer une technologie plus accessible. Donc ici, vous luttez à plusieurs niveaux. On a l'électronisme, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir se servir d'Internet, l'accessibilité, notamment pour les personnes porteuses d'un handicap. De manière générale, sur ces sujets, il y a encore beaucoup à faire. Alors sur l'électronisme, oui, dans différents types de populations. On sait aujourd'hui qu'il y a encore entre 25 et 30%, alors pas d'électronisme, mais de difficultés de littératie numérique, ce qui est moins vrai chez les populations adolescentes, collégiens, lycéens. Sur l'accessibilité, oui, très clairement. Nous, on a fait le choix, dès le départ, à la fois de dénoncer dans ces jeux les biais qui existent dans la conception des outils et donc dans la pratique du numérique, qui fait que les personnes en situation de handicap, en fait, ne sont pas celles qui codent et donc, en fait, ne sont pas non plus représentées, enfin, ne sont pas prises en compte dans les outils. Et sur l'électronisme, on travaille beaucoup avec les acteurs de la médiation numérique aujourd'hui. L'année dernière, par exemple, alors c'est à destination de tous les publics, on a monté une opération qui s'appelle les marchés de l'IA, où en fait on a proposé à des médiateurs numériques d'aller sur les marchés des communes rurales en France tout l'été pour expliquer les enjeux de l'IA, toujours dans un enjeu citoyen, c'est-à-dire pas faire une leçon aux gens, mais les faire débattre et les faire discuter en même temps qu'ils achetaient leurs courgettes, leurs tomates, leurs tranches de jambon. Discuter de, finalement, l'intelligence artificielle, ça va avoir quel impact pour moi dans ma vie quotidienne en tant que citoyen, et donc remettre aussi de l'accessibilité sur ces enjeux qui peuvent paraître un peu lointains selon comment on vit. Oui, parce que j'imagine qu'en plus, sur cette question spécifique de l'accessibilité, l'IA, elle est vraiment venue ajouter une surcouche, une difficulté supplémentaire. En fait, elle est venue ajouter une forme d'accélération et de difficulté de compréhension. En tout cas, tout le monde n'en a pas les mêmes usages. Et le discours autour de l'intelligence artificielle est tellement prégnant et tellement abondant que ça peut générer une forme d'angoisse autour du grand remplacement des métiers de demain par la robotisation
robotisation, de la fin de l'apprentissage ou de l'effort. Et donc, l'idée de ces marchés de l'IA, mais on a aussi un atelier pour les collégiens et lycéens qui s'appelle Future of IA, donc qui est vraiment sur, en fait, comprendre ce que c'est qu'une intelligence artificielle, à quoi ça peut servir, quelles sont ses fonctionnalités, quels sont les métiers associés, pourquoi c'est toujours les hommes qui codent et les filles qui vont plutôt faire le marketing de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc vraiment, nous, on essaye de remettre de la compréhension pour toujours ensuite passer à l'action et donc choisir et ne pas subir le numérique qu'on souhaite pour la société. Un autre point aussi, c'est que vous voulez une technologie plus diverse. Et là, ça rejoint ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire la question des biais lors de la conception des outils. Ça passe par une diversité de profils et dont on manque cruellement dans la tech. Et quand on dit ça, c'est généralement des femmes que l'on parle, comme vous venez de le dire, puisque seulement environ 30% des métiers de la tech sont occupés par des femmes. Pourquoi est-ce que l'on peine encore à ramener autant de jeunes filles dans ces carrières en 2026 Alors, on fait partie d'un consortium qui s'appelle Tech pour toutes, qui vise justement, donc on a créé cette année une extension de nos jeux sur la mixité dans le numérique pour essayer de... C'est une enquête, en fait, pour comprendre pourquoi les femmes ont disparu du numérique, ou en tout cas pourquoi elles sont autant invisibilisées. Une sociologue qui s'appelle Isabelle Collet travaille beaucoup sur ces questions et fait la démonstration d'ailleurs que c'est pas les filles qui n'aiment pas le numérique, c'est la façon dont on enseigne les sciences, la façon dont les métiers du numérique fonctionnent, qui font que même quand elles s'orientent dans ces métiers, elles n'y restent pas parce que la culture est très masculine et que donc elles n'y trouvent pas leur place. Je crois qu'il y a plus d'un tiers des femmes qui quittent un emploi dans le numérique après 5 ans, donc c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet outil, la technique n'est jamais neutre, et cette technique, elle a été créée par des hommes, pour des hommes en grande partie, et donc avec tout un tas de biais sur la façon de se comporter au travail, d'approcher un certain nombre d'enjeux, qui fait qu'aujourd'hui, les filles développent un sentiment d'incapacité, ou alors quand elles développent un sentiment de capacité, sont renvoyées ensuite dans leurs études supérieures ou dans leur métier au fait qu'elles ne sont pas adaptées au métier du numérique. Et c'est tout le paradoxe, puisque le numérique a commencé avec beaucoup de femmes qui ont été invisibilisées par la suite. Mais on va continuer à en parler de cet enjeu de mixité dans la tech. Ça sera juste après avoir fait un tour sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est la sélection de Dylan Kohler. 家里要装上这个监控，是不是比狗强上好几倍？这是气动的，不是真家伙，不要误会。 Oh ma douce France, pourquoi ces chaînes tout recommence? Je suis connaisseuse importance, sans les jours suis le piparo. Jobs better not fuck with me धेरै स्किन्दिन्छु तेरो अल कम्पनी फेरि म पैसा तसँग पैसा मसँग पैसा तसँग पैसा मसँग शाहरुखलाई लोन ब्याक सलमानको डोनर म पैसाको गोलमाल बाँडिजेको ओनर म साँच्चीकै भनेको कुरो सुन्दा फेरि ठट्टा लाग्छ चन्द्रमामा जग्गा मेरो धनी पूर्जा पक्का बाचा 5 देखि 10 20 150 मस्ती सक्यो ल पर्खी प्रिन्ट हुन्छ पर्सी फेसबुक र Peel off the sticker, stick it below any switch, connect it to your phone, use the phone to control the switch. Want to switch it off, put another one on top, or just use this attachment, which when the bot's in switch mode pulls it back. Then go crazy and get creative with it.
Just like that, he's on the loader. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur. Bienvenue si vous nous rejoignez sur School TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Pedron-Moinard, qui est directrice du pôle enseignement supérieur chez Latitude, une association qui travaille à former un numérique plus citoyen, plus sobre, plus beaucoup de choses. Vous allez le voir, c'est tout de suite dans la seconde partie du talk. Et parmi le plus beaucoup de choses, il y a plus de mixité et c'était ce dont on parlait juste avant de partir en pause. Anne, alors on parle régulièrement dans l'École du Futur de cette question de la mixité dans le numérique, mais bon, tous les bons conseils sont à prendre sur le sujet. Donc, puisque beaucoup de jeunes filles s'autocensurent, on le sait très tôt, comment faire pour casser les stéréotypes dès le plus jeune âge ? Si quelqu'un avait la recette miracle, je pense qu'elle serait appliquée. Nous, en tout cas, chez Latitude, ce qu'on a choisi, c'est de faire conscientiser à la fois aux enseignants et enseignantes, mais aussi aux jeunes filles, l'invisibilisation en fait qui est à l'œuvre, et notamment on en parlait juste avant, le fait que en fait c'est des femmes qui ont créé le numérique, des films l'ont montré sur ces femmes qui ont permis aux hommes d'aller sur la Lune, et donc on travaille beaucoup à conscientiser cette invisibilisation, les biais qui existent, c'est-à-dire les biais algorithmiques qui vont faire que les réponses des intelligences artificielles vont s'adresser à un public masculin, ou en tout cas ne vont traiter que de la partie masculine de la question. Et puis on travaille aussi à empouvoirer. Donc aujourd'hui, nous, on a une enquête qui s'appelle Tech pour toutes. On vise à outiller 1500 lycéennes cette année autour justement de la compréhension de ces biais et du passage à l'action, de se dire, OK, moi, à partir de cette compréhension du fait que en fait, les femmes dans la tech ont leur place, que j'ai des rôles modèles finalement qui me permettent de m'identifier, et qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'aurais envie moi de rêver aussi un numérique un peu différent. Si je pouvais agir, qu'est-ce que je ferais? Et donc vraiment de passer de OK, je conscientise à comment j'ai envie d'agir. Et côté enseignant, enseignante, on leur fait conscientiser la même chose, puisqu'on sait aussi, par exemple, que à résultats scolaires égaux en sciences, un garçon aura quelque chose du type très bonnes appétences pour les sciences, mériterait d'aller plus loin, quand une jeune fille, c'est démontré par des études sociologiques, aura élève très travailleuse, peut mieux faire, voilà. Et donc on essaye de faire conscientiser à la fois aux élèves et aux enseignants, enseignantes, l'ensemble des biais de conformité, de représentation qui existent, pour ensuite se dire, OK, du coup, comment on agit là-dessus et comment moi je me positionne pour encourager les jeunes filles à aller vers ces métiers. Et justement, à travers vos ateliers, donc on l'a dit, c'est une enquête qui va viser à redécouvrir justement qui étaient les figures historiques de la tech, mais vous leur proposez aussi des rôles modèles plus contemporains. Est-ce que ça, c'est vraiment important d'avoir justement des rôles modèles contemporains en plus de ces figures historiques ? C'est important parce que justement, quand c'est une figure historique, on est dans une autre époque, l'effet d'identification, l'effet miroir, il est quand même plus faible, surtout qu'on a tendance, avec les rôles modèles, à avoir une forme d'héroïsation. Et donc, l'effet Schtroumpfette, un peu, qui est bien documenté, c'est-à-dire de dire, voilà, une femme parmi tant d'hommes, voilà, donc tout le monde parle de Ada Lovelace ou d'autres, mais finalement, on a assez peu de collectifs, amener des rôles modèles contemporains et parfois des rôles modèles beaucoup plus quotidiens, c'est-à-dire faire venir des professionnels en classe, raconter leur métier, pouvoir finalement s'identifier à quelqu'un dont on n'a pas seulement le même genre, mais aussi la même histoire de migration, par exemple. C'est quand même fondamental pour comprendre qu'on a toute sa place et qu'on n'est pas obligé d'être une reine pour finalement trouver sa place dans un monde très masculin. Et ce qui est important aussi, c'est que vous parlez aux enseignants, vous parlez aux jeunes filles, mais vous parlez aussi aux garçons. Qu'est-ce que vous leur expliquez à eux, parce qu'ils ont leur rôle aussi dans ce système? Eh ben, on les amène aussi à questionner en fait leur représentation et la place qu'ils font aux jeunes filles. Alors typiquement dans nos ateliers Future of Tech ou Future of IA,
Donc nous, c'est des ateliers qui travaillent sur 3 volets, la pensée critique, la compréhension de comment fonctionne le numérique, et puis les métiers. Et donc toute la partie métier, donc c'est vraiment un jeu dans lequel on va devoir résoudre des problèmes et donc choisir des métiers pour résoudre un certain nombre de ces problèmes. Et dans la partie métier, les groupes d'élèves doivent s'attribuer des métiers, doivent dire, il nous faudrait un développeur, un data scientist, un data analyst, d'ailleurs je dis un, mais déjà c'est un vrai sujet. Et donc ensuite, ce qu'on fait quand on forme les animateurs et les animatrices, c'est aussi de former les animateurs, animatrices à faire conscientiser aux élèves pourquoi c'est toujours un garçon qui est data scientist en fait, et pourquoi les filles elles-mêmes ne s'attribuent pas, ou que les garçons ne laissent pas l'espace, ou juste de regarder comment s'est fait le process de choix, c'est-à-dire que les garçons ont choisi en premier et les filles ont choisi en dernier. Donc on va travailler un peu aussi sur toutes ces postures, tous ces biais, tous ces comportements intégrés, afin de leur faire conscientiser et de faire évoluer en fait les mécaniques de comportement. Et espérer que finalement, dans les entreprises, plus tard, ces jeunes garçons, devenus des hommes, prennent peut-être des décisions un peu plus égalitaires. Vous avez encore 3 axes, une tech plus engagée, plus respectueuse de l'humain et plus sobre. Mais j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu des ateliers, et ça va finalement nous permettre aussi d'aborder ces points. Donc je le disais tout à l'heure, pour les plus jeunes, c'est les ateliers qui s'appellent Future of Tech, qui passent entre autres par 7 mini-jeux. Ici, auprès de quel public est-ce que vous intervenez précisément en termes d'âge ? Alors, on intervient chez les collégiens et lycéens avec le programme Futur Numérique. Donc c'est une série on a 3 ateliers qui sont proposés. Future of Tech qui est vraiment sur la compréhension de la systémie du numérique, de nos dépendances, des impacts sur les différents champs qu'on a définis. Future of IA qui est vraiment sur l'intelligence artificielle. Et Future of Cyber sur la cybersécurité qu'on a monté l'an dernier. Et désormais, maintenant, sur ces 3 ateliers, on a toujours une extension mixité autour de la place des femmes dans la tech. Ces ateliers sont pour des collégiens et lycéens. Ils durent 1h30 à 2h. Ils sont vraiment faits pour une classe. Ils sont faits pour être animés par un enseignant dans une classe ou alors pour un groupe de jeunes dans une MJC, dans une bibliothèque, dans un point info jeune, donc dans des espaces périscolaires. Ça veut dire que c'est l'enseignant qui va prendre en charge les ateliers ou vous intervenez aussi ? On peut faire les deux, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de former des formateurs, ce que je disais en début d'émission, pour avoir un effet levier démultiplicateur, et aussi parce qu'on on sait que les enseignants et les enseignantes sont celles et ceux qui sont les plus proches du public et les plus à même d'adapter en fait et de trouver le bon angle d'entrée sur ces différents jeux. Donc on va le faire vraiment, on va plutôt former des enseignants et des enseignantes, même si ça nous arrive d'aller former directement les lycéens et collégiens. Ce qui peut surprendre, c'est que vos ateliers, on le disait, ils passent par des mini-jeux, pas d'écran. Pour parler d'écran, pourquoi avoir fait ce choix ? D'abord parce que un atelier débranché, ça permet en fait de se regarder dans les yeux et de cultiver le côté délibératif dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment notre objectif c'était de pouvoir créer de la discussion, donc de ne pas remettre des individus face à des écrans, mais de mettre un groupe face à des dilemmes, à des questionnements philosophiques, des questionnements éthiques, des questionnements de société, des questionnements politiques. Ensuite parce que finalement le jeu de cartes débranché permet d'adresser tout type d'établissements, ceux où on a une salle informatique, ceux où on a une super valise de tablettes, ceux où on n'a pas grand-chose. En fait, finalement, c'est assez simple et ça reste une mécanique de jeu aussi très enfantine qui remet les élèves dans une perspective assez ludique et qui leur permet finalement de sortir un peu d'un rapport à l'écran qui va être un rapport de performance pour aller vers quelque chose de beaucoup plus émancipateur. Bon, eh bien, écoutez, si vous êtes enseignant et que vous avez envie de vous saisir de ces sujets, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Latitude. Merci beaucoup, Anne Pedron-Manard, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice du pôle enseignement supérieur chez Latitude. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond pour leur formidable travail. Et surtout, merci à Lola Okanauer pour la mise en beauté. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve avec grand plaisir demain à 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.